Si Dieu m'offrait la possibilité de recommencer ma vie, je ne changerais rien. Ce que je demanderais au Seigneur, c'est juste qu'il m'épargne les moments où j'ai dû prendre des décisions radicales. Qu'entendez-vous par décision radicale? Si je dois faire face à une menace concrète, je me sers de mon arme. Combien de fois a-t-on attenté à votre vie? 4 fois. On a essayé de me tuer 4 fois. Vous avez déjà tué un homme? Pour défendre ma vie, ou plutôt mon honneur. C'est pour ça que je suis allé en prison la 2e fois. Partout où Interpol est présente, je peux me faire arrêter. Je souffre beaucoup de cette situation. Le soleil qui est ici, je ne le vois plus. Je ne peux plus aller me promener en mer, je ne peux plus aller nulle part. J'ai l'habitude de mener grand train, de vivre dans des palaces. C'est la vie que j'aime. Ça doit être pour ça que tout le monde m'envie. J'aime le luxe, j'aime vivre largement, dépenser de l'argent si j'en ai. J'aime habiter dans des 5 étoiles, voyager en business class, dans des avions privés. J'aime faire du bateau. Mais aujourd'hui, on ne me laisse plus faire tout ça. L'univers du crime en Russie. Nous partons pour un autre monde, pour un voyage dans le temps, depuis les camps de Staline jusqu'à aujourd'hui. Quand les Russes sont arrivés, ils ont acheté tout ce qui était possible. Des maisons comme celle-ci ne se vendent pas d'habitude. On en hérite. Pourquoi je l'ai acheté? La raison va sûrement vous surprendre. Churchill a habité là, puis un prince égyptien, et enfin moi. Aujourd'hui, on m'en propose 70 millions d'euros. C'est tout simplement un paradis. Leonid Bilyunov est né en Ukraine en 1949. Il a grandi dans un orphelinat du KGB et fréquenté l'école jusqu'à 11 ans. Il a fait l'objet de 4 condamnations et purgé en tout 18 ans de prison. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Il vit en France depuis le milieu des années 90. Je suis là, voici mon petit frère, là c'est Kolia, et voici ma mère. Pourquoi vous avez gardé si peu de photos d'enfance? Qui les aurait gardés? L'internat sportif, l'orphelinat, la prison? Qui? Qu'est-ce qu'on en avait à faire de ces photos à l'époque? Viens, Max. Assis, Max. À 14 ans, le Seigneur m'a envoyé acheter un truc à boire. Quand je suis arrivé chez le marchand, des jeunes se sont approchés. Ils devaient avoir 4 à 5 ans de plus que moi. On s'est mis à bavarder. C'est là que j'ai appris que voler la caisse était un jeu d'enfant. Les vendeurs n'étaient même pas armés. 2 types s'emparaient de la caisse, mais l'achetaient de l'autre côté de la palissade et enfuyaient chacun de son côté. C'est comme ça qu'a commencé mon épopée dans les prisons et les camps soviétiques. C'est un Brioulof, une vraie merveille. La période italienne. Mes tableaux vous plaisent?
Ça, c'est de la peinture flamande. Venez, je vais vous montrer la suite. Louis Vuitton. Alors vous avez vraiment réussi dans la vie? Eh bien, à votre avis, j'ai réussi ou pas? Si je n'avais pas réussi, vous ne seriez pas venu m'interviewer. Je me trompe? Alimian Tortakhunov est multimillionnaire. Après la chute de l'Union soviétique, il a longtemps vécu en Europe de l'Ouest. Né en Ouzbékistan en 1949, il n'a fréquenté que l'école primaire. Il a fait l'objet de 3 condamnations et purgé en tout 5 ans de prison. Mes parents étaient médecins. Ils sont partis très tôt. Que le Seigneur soit avec eux. Jusqu'à environ 20 ans, j'ai joué au foot. Ensuite, je me suis mis à jouer aux cartes et j'en ai fait mon gagne-pain. Quand le salaire moyen était de 100 ou 200 roubles, on jouait des sommes incroyables, entre 50 et 100 000 roubles. On jouait ce genre de sommes aux cartes. Vas-y. Vitali Diomochka est né à Ussurisk en 1967, dans l'extrême-orient russe. Il a fréquenté l'école jusqu'à 12 ans. Je voulais toutes les tirer d'un coup, putain. Il vit aujourd'hui à Moscou. Il a fait l'objet de 4 condamnations et purgé 12 ans de prison. C'est un médicament? J'ai un ulcère. Un ulcère? Oui, un ulcère. En prison, un jour on mange, un jour on mange pas. J'ai volé mon premier vélo à 8 ans. Ça a été mon premier délit. À 10 ans, j'ai fait mon premier cambriolage et on m'a attrapé. J'avais entraîné dans cette histoire mes copains de classe et je commençais déjà à commettre des vols plus sérieux. Je suis allé en prison pour la première fois à 18 ans. La vie n'avait pas été douce avec moi jusque-là. La Russie est le pays qui compte proportionnellement le plus grand nombre de personnes incarcérées au monde. On y recense 600 détenus pour 100 000 habitants. Un homme sur 4 a fait un séjour en prison. Une réalité que résume une célèbre chanson russe. La moitié du pays est sous les verrous, l'autre moitié attend son tour. Les prisons russes ont leur vie propre, qui n'est ni contrôlée par l'administration ni par qui que ce soit. C'est un monde à part, avec ses humiliations, ses codes, ses craintes. J'ai appris à lire les pensées des gens, à les comprendre de l'intérieur. Souvent, les relations sont beaucoup plus saines en prison que dans le monde extérieur. Un homme qui a violé ou tué un enfant n'a aucune chance d'y survivre. En prison, si l'un de nous s'est fait insulter et que les autres l'ont entendu, il est obligé de se procurer un couteau pour laver l'offense. Sinon, il sera plus respecté. Je parle des gens pour qu'ils respectent compte. Ceux-là, à un mot, ils répondent par un acte. La première fois, c'était dans un centre de redressement pour enfants. Il y avait un type terrible qui faisait régner l'ordre. Il maltraitait les enfants. Quand on marchait en ligne par 100, à gauche, 1, 2, 3, à droite. Et si quelqu'un marchait pas au pas, il frappait n'importe où sur le corps. Les coups pleuvaient. C'était violent. Une fois, il m'a littéralement cassé en morceaux. Après ça, il m'a attrapé comme un légume bouilli et il m'a foutu par la fenêtre. Tout le monde comprenait qu'il fallait faire quelque chose. Moi, je travaillais à la forge. Un jour, j'ai senti une main sur mon épaule. Je tenais des pinces chauffées à plusieurs milliers de degrés. Je l'ai attrapé avec. Juste à côté de moi, il y avait un pic. Et avec ce pic, je lui ai donné le coup de grâce. C'est pas lui que j'ai tué, c'est ma peur.
Je suis peut-être devenu plus dur ou plus affranchi, mais j'ai commencé à voir les choses d'un œil différent. Je suis un bon tolard, non? J'ai été condamné 3 fois, 2 fois en Russie. La première fois pour vivre aux dépens de la société. La deuxième pour non-respect de la législation sur le permis de résidence. Et la dernière pour corruption lors des Jeux Olympiques. Une affaire qui a fait du bruit. Quand je suis arrivé à la prison de Jitomir, il y avait là-bas un commandant qui s'appelait Marno. Il m'a dit, ici on va te frapper 26 heures sur 24. Et c'est moi qui vais commencer. L'adjudant lisait ses fiches, Zviagintsev. Il s'approche de moi. Je portais une petite croix en aluminium que j'avais faite avec une boîte de conserve. Il me demande, qu'est-ce que c'est que ça? À ce moment-là, je l'ai saisi par le bras. C'était comme si j'avais sorti un flingue. Ils n'en revenaient pas. L'adjudant a alors lu ma fiche et a dit au commandant, « C'est un sujet particulièrement dangereux. Un as du combat à main nue. » Marno m'a regardé et il est passé au suivant. Il voulait frapper impunément. Et voilà soudain qu'arrivait un type qui pouvait lui faire perdre un œil, lui sauter à la gorge, lui donner un coup dans le foie qu'il ferait mourir dans les 6 mois. Pourquoi s'y frotter? Qu'est-ce que ça lui apporterait de plus? Ces camps et ces prisons sont quasiment tous régis par les lois du monde criminel qui subsistent encore aujourd'hui. Les années 30 en Union soviétique. Des millions de personnes sont internées dans un vaste réseau carcéral et concentrationnaire. Condamnées pour des actes politiques ou criminels, sur ordre du dictateur Staline. Le goulag est le seul endroit du pays où s'organise un véritable mouvement d'opposition dans le milieu du crime. On y vit selon d'autres règles, des lois non écrites. Les tatouages sont des marques distinctives et prouvent l'appartenance au monde criminel. Ils en disent long sur la vie de celui qui les porte. Le nombre d'années qu'il a passé en prison et pour quel motif, ses rapports avec le système et sa position dans la hiérarchie criminelle. Quand un type avec ce genre de tatouage se retrouve dans certains lieux, on comprend tout de suite qui il est. Chaque dessin est lourd de sens. Il en dit long sur le potentiel de l'individu, sur la façon dont il se voit. Que signifie le vôtre? Que je suis pas très gentil avec ceux qui aident l'administration des camps. Si quelqu'un a des tatouages sur les genoux, des petites étoiles, ça signifie qu'il ne se mettra jamais à genoux devant aucune autorité. C'est à cette époque qu'on voit apparaître dans les prisons des meneurs d'un type nouveau. Les vorzakoni, les voleurs dans la loi, les maîtres du monde criminel en Union soviétique. Dans le monde normal, qui a le plus d'autorité? Le président. Dans le monde du crime, c'est le voleur. On a des lois qu'on appelle les lois des voleurs. On ne reconnaît pas ceux qui les respectent pas. Comme les braqueurs, par exemple. Ceux-là, on les respecte pas. La loi des voleurs est très simple. On ne doit pas trahir ni collaborer avec l'administration. On ne doit pas s'encombrer d'une famille et on doit former une relève qui perpétuera ce mode de vie. Voilà ce qui compte le plus. On n'a pas de famille, pas de travail, rien de tout ça. On ne doit pas avoir d'argent à soi, pas d'appartement, pas d'adresse légale. Pour tout vous avouer, j'ai toujours pas d'adresse. J'ai jamais travaillé.
J'avais en moi quelque chose que je comprenais pas vraiment, mais qui me disait intuitivement que je devais travailler pour personne. En Union soviétique, les vorzakonie, les voleurs dans la loi, et les représentants de l'autorité, c'est-à-dire les chefs de gang, s'appliquent à faire respecter les traditions criminelles. Ils veillent à faire régner l'ordre dans les prisons et à résoudre les conflits. Imaginons que vous vous retrouviez en camp. Vous êtes ni un voleur, ni quelqu'un d'important. Maintenant, imaginez qu'il n'y ait pas cette loi des voleurs, cette hiérarchie du monde du crime. Deux taulards qui ont été condamnés pour Dieu sait quoi viennent vers vous, puis vous disent, écoute bien, tu vas nous fournir ça, ça, ça et encore ça. Avec nos lois, les types qui font ça reçoivent une punition équivalente à leur forfait. La mission d'un voleur est comparable à celle d'un député. Il a pour mission d'aider le peuple, lui aussi. La prison, c'est l'endroit où on choisit ses complices. En prison, chaque chef choisit ses hommes pour ses futurs coups. Moi aussi, je l'ai fait. Le 26 mai 1987, un décret a été adopté par le Conseil des ministres sur le travail individuel et la création de coopératives. Dans un premier temps, la politique de perestroïka de Gorbatchev ne fait que renforcer la pénurie et appauvrir davantage la population. À ce stade, l'économie privée n'existe pas encore. La production se fait exclusivement au niveau de l'État. Une loi sur les coopératives financières autorise alors le commerce privé. Petits magasins, coopératives et entreprises se multiplient rapidement pour satisfaire une demande considérable en vêtements et en denrées alimentaires. Le premier endroit connu avec ce type de commerce à Moscou a été le marché de Riga. Le week-end, on permettait aux coopérateurs de vendre des jeans, des autocollants, tout un tas de trucs. Ce trafic a rapidement attiré de vrais durs. Et le marché de Riga est devenu le haut lieu du racket moscovite. À la fin des années 80, il y avait de plus en plus de gens à l'aise financièrement. En même temps, le nombre de gens prêts à s'enrichir sur leur dos, c'est-à-dire de bandits, c'est-à-dire nous, a grossi de façon très importante. Ces entrepreneurs et commerçants russes de la première génération ne tardent pas à voir apparaître un mot nouveau dans leur vocabulaire. Naïestie, le racket. Des hommes de main se présentent à eux pour leur soutirer de l'argent. C'est ainsi que Vitali Diomochka et ses amis débutent leur carrière. Tu sais comment on les travaillait en général? D'abord, il y en avait un premier qui passait, et puis un deuxième. Le premier était méchant, le second était gentil. Nous, on envoyait un méchant, et après un super méchant. Ils ouvraient la porte, on leur envoyait un poing américain dans la gueule. Ils avaient le visage fracassé. Ils en crevaient même. Quand on rentrait dans un bureau, par exemple, et qu'il y avait un débiteur... Au départ, il était sûr de lui. Il était assis à son bureau et il disait « Bien, qu'est-ce que vous voulez ?» Nous, rien du tout. Et paf, on lui envoyait un coup dans la gueule. Le premier. Il commençait à hurler, on le frappait à nouveau. On rapprochait la table du mur, on lui prenait la tête et on la lui coinçait contre le mur. On te termine ou tu leur donnes l'argent? Ils l'auront. Ok, alors on se casse. Tu parles des années 90, là, Tolia. C'est pareil maintenant. Quand des types comme toi entraient et commençaient à frapper, il n'y avait même pas besoin d'utiliser des clous. Ils payaient tout de suite. Pour 1 000 $, on était prêt à faire beaucoup de choses. Mon client portait toujours sur lui un sécateur et un doigt coupé. Il les montrait en disant « Si tu ne files pas le fric tout de suite, je te coupe un doigt. » On doit tous se faire une place dans la vie. On n'y arrive pas toujours par des méthodes très civilisées. Mon nom a été associé à bandit par les autorités judiciaires. À l'époque, il n'y avait pas de terme recherché comme la mafia ou je sais pas quoi encore. À la fin des années 80, Artyom Tarasov est l'un des premiers patrons privés. Et c'est le tout premier à admettre en public qu'il a fait fortune. À cette époque, la plupart des nouveaux nantis préfèrent rester discrets sur leur enrichissement.
J'ai un tempérament d'entrepreneur. Durant l'époque soviétique, je m'étais lancé dans toutes les affaires qu'il était possible de faire alors. J'avais beaucoup d'amis dans ce monde d'affairiste. Officiellement, je travaillais comme chercheur. On a trouvé un moyen d'apporter des ordinateurs. On gagnait bien avec ça. L'équivalent de 100 millions de dollars en 3 mois. Qu'est-ce que vous en dites? Un commerçant, c'était un peu comme une vache laitière. Celui-là, c'est le mien, c'est moi qui le trais. En argot des voleurs, on parlait à l'époque de mon commerçant. Dans les années 80, on proposait même pas notre protection. On passait juste chez les coopérateurs et en les menaçant ou en les agressant physiquement, on les forçait à payer. On se contentait de leur dire « tu vas payer » et ça suffisait. En général, il y avait une taxe de 20 à 30%. Certains payaient jusqu'à 50% de leurs revenus. Chacun savait quel pourcentage il devait donner. S'il ne le faisait pas, on cassait tout, on lui brisait les côtes. On le tabassait et on prenait son fric. Pourquoi? Parce que 99% de ces sommes n'étaient pas imposées, ni directement, ni indirectement. Tout se passait au noir, tout ça se passait à l'insu de l'État. Alexander Gurov est alors employé dans la police soviétique. Les fonctionnaires sont dépassés par le développement rapide du crime. Sous l'effet des réformes de Gorbatchev, pour la première fois dans toute l'histoire de l'Union soviétique, dans un document secret, on a commencé à utiliser le terme de crime organisé. Ça pèse 3 tonnes. Pour la transporter en avion. Tout ça est fait à la main, vous voyez. Mettez quelque chose sur les sièges, qu'on puisse s'asseoir. Le système était en train de s'effondrer. Tout le monde avait sa coopérative. Je ne comprenais rien à tout ça. Je suis parti en vacances en Allemagne et finalement je suis resté là-bas. On avait effrayé la police allemande en lui disant qu'il allait y avoir un afflux de bandits russes. C'était ce qu'ils redoutaient le plus. Ils n'avaient pas peur du commerce russe. Combien de fois ils ont fait des descentes chez moi? Ils me convoquaient pas, ils venaient juste m'arrêter. Vous n'imaginez pas le raffut qu'ils faisaient à 5 heures du matin. La première fois, je suis sorti sur le balcon, je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est en train de se faire agresser? En fait, c'était eux qui frappaient à la porte. Toute la maison tremblait. Ils sont entrés en hurlant, haut les mains, avec des mitraillettes et des lampes torches. Une vraie mascarade. Attention à pas casser les fenêtres, Sacha. Vous voulez dire qu'il y a des fenêtres blindées? Surtout le périmètre. Comme je te l'ai dit, on n'aime pas les riches. Des richissimes encore moins. Ici, il y a des œuvres d'art de grande valeur. Mais le plus important, c'est que c'est ici que vivent mes enfants, ma famille. Je peux ouvrir cette porte? Non. Seule ma main peut l'ouvrir. Tout est blindé, ça pèse 5 tonnes. Dans les banques, en général, il y a 2 verrous magnétiques. Nous, on en a 4. T'as écouté ce bruit? J'allais partir à Ussurisk. On m'avait déjà pris des billets. Je savais même quelle place j'avais dans l'avion. Et tout d'un coup, j'étais à la maison, je reçois un coup de fil. On a lancé un avis de recherche à ton nom et à celui de 5 autres types. Ça m'a fait un coup. C'était un vendredi 13. Le 13 mars? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? J'ai contacté les gens qu'il fallait. Je dois arroser tout le monde à Ussurisk. C'est comme avant, c'est l'argent ou l'absence d'argent qui décide de tout. Oui, évidemment. Bon, allez, on va se baigner.
Merci beaucoup. Pour tout ce qui touche à sa ville natale d'Ussurisk, Vitali Diomochka est représenté par l'un de ses proches, un certain Yedik. Да. Я отключился, тут просто, звонят, знаешь, туда-сюда, не все можно говорить же, сам понимаешь. Угу. Че ты? Ты разговаривал со своим адвокатом? Будешь меня сопровождать, если я приеду? Конечно, то бишь, ждут, все, да, вопрос решен. Сколько он тебе сказал? Мне сказали по штуке в день, но По штуке, по штуке баксов? Да. Так ты давай, ждем. Давай, все, обнял, ушел, давай. On attendait son arrivée depuis longtemps. Juste au moment où il allait partir, ils ont lancé ce mandat d'arrêt. Maintenant, on essaie de comprendre pourquoi. Les gens sont venus nous demander de l'aide. Dans certaines situations, la police est impuissante. Le seul à pouvoir faire quelque chose était Vitali. Et maintenant, tout le monde vient lui demander de l'aide. La ville où Vitali Diomochka a passé sa jeunesse est située dans la région de Primorie, près de la frontière chinoise. Toute l'économie locale transite par Ussurisk. C'est ce qui explique qu'au début des années 90, beaucoup de jeunes gens se soient lancés dans l'activité la plus lucrative du moment, le racket. Mais cela reste aujourd'hui encore une pratique à haut risque. Un pote à nous, Knut, a été enterré. J'étais pas à l'enterrement. On n'arrive pas à retrouver sa tombe. Ici, il y a 2 ans, les gens cultivaient encore des pommes de terre. Sergei Banzai était un de nos lieutenants avant. Ensuite, c'est devenu un homme d'affaires, comme on dit. Il s'est fait descendre, comme Lyonia Bertnik. Et aussi Yemet. Lui, il était directeur d'une usine de vodka. Il s'est fait descendre. Voici sa tombe. Et Vassia Opalko. C'était aussi un lieutenant, il a aussi été abattu. Mirail Nikolaevitch Rod a fini de la même façon. Beaucoup de jeunes qui sont enterrés ici ont été tués au cours d'une fusillade il y a peu de temps de ça. Vassia aussi s'est fait descendre. C'était un bon gars, il était respecté. C'était vraiment un mec sympa, toujours prêt à aider ceux qui en avaient besoin. Et Sergei Ivanovitch Gossev, lui aussi c'était un bon gars. Et il a fini comme les autres. Anatoly Anatolievitch Bondar. Lui, c'est le frère de Vitali. Il a été abattu. Notre ville n'est pas grande, mais on se croirait à Chicago. Tout droit, toujours tout droit. Klaxon. Voilà la prison où j'étais. C'est là que mon frère est mort. Tourne là. Le camp de détention qui se trouve près d'Ussurisk est placé sous haute surveillance. Des soldats ont pour mission de tirer dès que quelqu'un tente d'y entrer ou d'en sortir. Mais ça n'est pas un problème pour Yedik et ses comparses. Les chefs criminels sont très puissants au sein de la prison. L'administration carcérale leur octroie des conditions spéciales. Ils peuvent se déplacer partout librement. Un troupeau a toujours besoin d'un berger, d'un maître. Quand il n'y en a pas, c'est le chaos. C'est la même chose dans les prisons. Dans chaque camp, il y a toujours un de nos hommes qui surveille. Les détenus ont besoin d'être encadrés. L'État ne peut pas nourrir tous les prisonniers. L'administration des prisons et des camps fait sans cesse appel à nous. On leur apporte de la nourriture, on les aide. Chacune des organisations criminelles possède sa propre obchtchak, une caisse commune. Cet argent permet de fournir une aide matérielle aux détenus dans les camps et les prisons. Une autre partie de l'argent est utilisée pour graisser la patte des gardiens, juges et autres fonctionnaires. Selon la loi des voleurs, on créait une caisse commune et on versait dedans une partie de ce qu'on avait volé à ces hommes d'affaires, une partie de l'argent de ce racket. Ça représente des millions de dollars, et même plus. Un de ces groupes avait une caisse de 4 milliards de dollars.
Mais ils avaient déjà des activités semi-légales. Grâce aux gains issus du naïesti, le racket, les caisses des organisations criminelles sont bien remplies. Dès la chute de l'Union soviétique, le monde du crime comprend vite qu'il faut investir rapidement cet argent pour le faire fructifier. Une opération facilitée par l'adoption d'une loi sur le nouveau système bancaire. Les premières banques russes ne disposent souvent que d'un ordinateur, d'une table et d'une chaise. C'est pourquoi leur nombre explose au-delà du raisonnable. Au début des années 90, on en recense déjà plus de 3000. Je suis l'un des premiers à avoir créé une banque en Union soviétique. Mais à l'époque, je ne voulais pas lui donner mon nom. Tout le monde l'associait au crime. La banque aurait été perçue comme une couverture. Il n'existe pas une seule banque dans laquelle il n'y ait pas d'argent du crime, dans laquelle il n'y ait pas de représentants de ce milieu parmi les dirigeants. Certains vice-présidents ont été autrefois des gros bonnets du crime, des gens qui ont eu affaire à la justice. Un autre mot du vocabulaire criminel devient de plus en plus courant dans la Nouvelle-Russie. Littéralement, Krisha signifie le toit. Mais ce mot désigne aussi la protection d'une entreprise par un groupe criminel. Pour cela, les patrons doivent bien sûr payer. Au cours de ces années-là, ce toit protège de l'arbitraire des autorités, offre des garanties informelles dans les négociations d'affaires et assure, en usant au besoin de violence, le recouvrement des dettes. Personne ne voulait payer. Il fallait aller leur soutirer l'argent. Comment on procédait? On prenait un SDF, on le nourrissait, on le lavait, on le coiffait, on lui achetait un beau costume et on l'envoyait chez nos débiteurs. On lui expliquait qu'il devait juste secouer la tête pour dire non. On lui demandait « Tu vas payer ?»« Non. »« Tu vas payer ?»« Non. » Eh bien, puisque c'est comme ça, et on lui tranchait la tête. Plus personne ne bougeait. Tous ceux qui ne paieront pas connaîtront le même sort. Et soudain, tout le monde était d'accord pour payer. Fais attention de pas trop en dire quand même. Les seuls qui refusaient de payer, c'était ceux qui ne savaient pas qu'ils étaient obligés de le faire, que c'était une tradition. Et ceux-là, bien sûr, on devait s'en occuper. Des fois même, on incendiait leur boîte. C'est arrivé qu'il dépose des cadavres près de ma banque. Il les laissait à proximité. C'était une forme d'avertissement. On se mettait d'accord avec le milieu des affaires. Ceux qui ne passaient pas ce genre d'accord ne vivaient pas vieux. Plus l'organisation criminelle est puissante et influente, plus les chances de survie de l'entreprise protégée sont fortes. Car la Russie traverse alors une période où le cadre légal fait défaut et où le pouvoir de l'État est très faible. Les décisions importantes sont prises par des hommes d'autorité. Quand les gens avaient un problème, ils allaient voir les types respectés de tous, les chefs. Ils leur demandaient « Aidez-nous à régler ce problème, il a fait ceci ou cela ». Et ils les aidaient. On se mettait alors d'accord. Il suffisait d'un mot, on se tapait dans la main, pas besoin de signer quoi que ce soit. On travaillait à la parole donnée. Il arrive qu'on le fasse encore quand on connaît bien les gens. Des gens s'adressent à vous pour les affaires également? Bien sûr, pour les affaires aussi. J'apporte toujours mon aide. Pourquoi je ne le ferais pas? Si les gens viennent me trouver, c'est qu'ils pensent que je suis de bon conseil. Viens là un instant. C'est du marbre bleu, c'est pas du lapis lazuli. Ce sont des arnaqueurs, ces types. Va mettre ça dans la voiture. Celui qui aurait cette tombe était un homme juste. Il a vécu dignement, il avait une conscience. On ne dit pas une chose pour après en faire une autre. C'est ça qu'on appelle être juste. Les gains énormes générés par le racket des banques, des entreprises et même des casinos se répartissent de plus en plus entre les gangsters et les policiers corrompus, qui eux ont souvent du mal à s'en sortir avec leur salaire. À cette époque, il y avait des commerçants qui étaient couverts par la police. Certains nous versaient leur tribut, mais d'autres étaient protégés. Les flics nous disaient ouvertement «
Ce sont les nôtres, ne les touchez pas. Et si vous dépassez pas certaines limites, on vous touchera pas non plus. Une partie du service de police qui luttait contre le crime organisé couvrait le système bancaire. Avec le temps, ça leur apportait gros. Un vrai racket s'est mis en place. S'il fallait faire capoter une affaire, ils le faisaient. S'il fallait tuer, ils tuaient. Chacun des deux camps s'efforce de ne pas empiéter sur le terrain de l'autre. Mais parfois, les rivalités se règlent de façon radicale. La police est venue chez moi. Ils m'ont arrêté et j'ai été emmené sous escorte jusqu'à une voiture, menottes aux mains. Ils avaient l'intention de m'emmener dans une forêt pour me tuer. Ils m'ont expliqué ça dans la voiture. La balle était déjà dans le chargeur. Ils allaient me la loger dans la nuque. J'étais menotté. J'ai donné un grand coup dans le volant et on a percuté une autre voiture. Ils sont morts dans l'accident. Est-ce que j'avais un autre moyen de m'en sortir? J'en ai pas vu d'autre. Si vous posiez aujourd'hui la question suivante, à qui faites-vous le plus confiance, aux bandits ou au ministère de l'Intérieur? 75% des gens répondraient aux bandits. 85%. Ce légionnaire m'a corrigé, je me trompais, 85%. Trouvez-moi en Russie un homme qui n'ait pas de passé criminel. Citez-moi juste un. En Russie, le début des années 90 est marqué par la privatisation des entreprises d'État. Les grands consortiums du pétrole et du gaz se vendent pour une bouchée de pain. Avides de récupérer une partie du magot, des centaines de bandes criminelles se mettent sur les rangs. Celles-ci contrôlent bientôt plus de 4000 entreprises. À cette époque, on voyait déjà se former des liens entre les jeunes entrepreneurs et ceux qu'on appelle les chefs des voleurs, le sommet de la hiérarchie criminelle. Les usines étaient alors contrôlées par des personnages de ce genre. Ils ont commencé à recruter eux-mêmes des directeurs. C'est du plomb. Autrefois, il n'y avait pas de réfrigérateur. On mettait de la glace là-dedans et le plomb la conservait. Ce frigo a 300 ans. Bon sang. Les gens qui font vraiment des affaires en Russie sont toujours à la limite de la légalité. Soudain, sur votre territoire, surgit un banquier ou un industriel du pétrole, par exemple. Bien sûr, vous aimeriez prendre votre part du gâteau. Avant, il y avait de quoi faire. Bats-toi et serre-toi. Tout est à prendre. Pour ça, il suffit de tuer. Commence par tuer le directeur. Les autres prendront peur et te vendront leurs actions pour rien. Sous la perestroïka, les hommes d'affaires et les négociants n'auront besoin que de quelques années pour se transformer en oligarques et contrôler des branches entières de l'industrie. Pour devenir oligarque, il faut entretenir d'excellents contacts avec le sommet de l'État. Mais même avec ces accointances, il est impossible de se soustraire à la protection d'une bande criminelle. Vous avez posé une question sur les oligarques. Je vais vous répondre. Ils sont obligés de payer. Sans protection, ils sont rien. Pour qu'ils puissent être ce qu'ils sont, il leur faut absolument des protections. Bien sûr, il y a des lions plus gros que moi dans la jungle de la vie. Mais je suis un lion. Les lions ne paient personne. Tu comprends ça? C'est moi qui ai créé mon affaire. J'ai pas l'intention de la donner. Et je conseille à personne d'essayer de me la prendre. Les organisations criminelles ont vite fait de s'accaparer certaines prérogatives, jusque dans l'extrême-orient russe. Les affaires qui se faisaient de l'étranger vers la Russie se sont criminalisées. Les marins se sont mis à importer des voitures et des tas d'autres trucs. Les voitures occupaient la première place, bien sûr. Tout ça, ça se faisait sous le contrôle des chefs locaux. Il fallait bien que je prenne ma part du gâteau.
Le groupe constitué autour de Vitali Diomochka impose sous la menace un droit de passage sur toutes les importations de voitures qui transitent par Oussourisk avant d'être envoyées dans le reste de la Russie. Ceux qui refusent de payer encourent de graves représailles. À l'époque, j'avais lancé un loto russe. On travaillait avec de l'argent liquide. Chaque semaine, on brassait environ 15 millions de dollars. J'ai pris comme partenaire des membres de la diaspora tchétchène, parce que les bandits redoutaient de faire affaire avec les Tchétchènes. Les Tchétchènes ne respectaient pas la loi du milieu. Les voleurs et les autres représentants du monde criminel russe organisaient régulièrement des rencontres, des réunions au cours desquelles ils résolvaient les conflits. Ils décidaient qui pouvait prétendre à quoi, qui avait promis quoi à qui. Les Tchétchènes venaient à ces réunions et tiraient dans le tas. La shotka est un mot russe qui désigne la réunion des chefs. Il est très rare que la police parvienne à surprendre une réunion comme celle-ci, organisée à Moscou au cours de l'été 2008. Le lieu et la date d'un rendez-vous sont tenus secrets par l'organisation criminelle. Une shotka sert à redéfinir les zones d'influence et à discuter des conflits. Les décisions qui y sont prises devront être scrupuleusement appliquées. J'ai fait de la prison à la suite d'une de ces réunions. Un type m'a insulté en utilisant un mot qui est inacceptable dans notre milieu. Et j'ai été obligé de l'abattre. Et si vous n'aviez pas réagi? J'aurais perdu mon autorité, je ne serais pas devenu ce que je suis. Et si ça se reproduisait aujourd'hui? C'est une question difficile. J'ai du mal à imaginer ça. Si quelqu'un m'insultait de la même façon aujourd'hui, est-ce que je le tuerais? Mais autrefois, vous l'avez fait. Il y a des gens qui ont commencé à gagner beaucoup d'argent. Le genre de sommes pour lesquelles on est prêt à tuer. Et ils tuaient. Les vrais voleurs vivent selon des principes, mais ceux-là, on n'avait aucun. Ils se fichaient pas mal de savoir qu'il fallait voler, qu'il fallait tabasser ou tuer. Ils connaissaient aucune limite. Cette concurrence était rude. Il a fallu l'évincer. C'est ainsi que le monde criminel russe bascule dans la guerre. Dans les années 90, plus de 600 groupes organisés et plus de 4300 bandes criminelles cherchent à se faire une place au soleil. Mais ces places sont chères. Dans les villes, certains sortent les fusils mitrailleurs en pleine rue. D'autres répondent en posant des bombes. Ces quelques années coûtent la vie à plusieurs milliers de parrains, chefs de bande et hommes d'affaires véreux. Et l'on ne compte pas les morts parmi ceux qui constituent la base de ces organisations. Dans le pays, à cette époque, une guerre faisait rage. Une guerre civile. On prenait des entreprises, des combinats métallurgiques. La redistribution de la propriété d'État a donné lieu à une vraie guerre. Il y avait une boîte de nuit légendaire, l'Arlequin. 2 ou 3 de ses propriétaires ont été abattus. C'était le lieu de rencontre de tous les bandits de Moscou, de divers groupes qui étaient en guerre. C'était une guerre sanglante avec meurtres, armes automatiques et tout le tremblement. Mais à l'Arlequin, il existait un pacte de non-agression. C'était un endroit où l'on venait s'amuser, personne ne s'y disputait. Les problèmes se réglaient ailleurs, par une balle ou un engin explosif.